Bonjour, nous sommes le 13 février 2025 et dans cette petite vidéo, nous allons aborder un problème qui est tout à fait important, à savoir, nous savons qu'habituellement, depuis la Révolution française, on dit que avant c'était quasiment l'enfer, qu'il n'y avait pas de liberté, en particulier chez les femmes, qu'elles étaient parfois obligées d'entrer au couvent, qu'il y avait, d'ailleurs la Révolution française a forcé, au nom de la liberté, des sœurs à sortir du couvent. La réalité est bien différente. Avant la Révolution, il semblerait que les femmes étaient beaucoup plus libres, mais que la crise de réduction à l'état de mineurs civils, date plutôt du 19e siècle. Et ce dont on se souvient à partir du 20e siècle, c'est plutôt une église, ou plutôt un suivi de la société, avec la libre pensée au 19e siècle. Et ça, c'est ce que Rodolphe Dumouche, qui est à côté de moi, voudrait essayer d'établir en se servant d'une thèse particulière, mais d'abord il va se présenter. Bonjour, donc Rodolphe Dumouche, le frère d'Arnaud. Je suis enseignant en sciences, en biologie et en géologie dans les Ardennes françaises, donc pas très loin d'ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je suis géographe ruraliste de formation, mais en fait géographe, et dans le cadre de mes recherches en géographie, je me suis intéressé aux droits des moins de 18 ans dans le monde, et en particulier en Europe. Voilà. Et j'ai découvert des choses en faisant du droit comparé, et j'ai publié dans ce domaine-là, dans des revues comme la Revue géographique de l'Est, Études écossaises aussi. Voilà. Et puis, je suis membre de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, et là, il y a un livre qui est sorti tout récemment, qui s'appelle « Émanciper l'enfance », où je parle aussi du statut de mineur en France, qui n'est pas bien connu, mais qui est vraiment extrêmement rétrograde, voilà, et surtout si on compare à nos voisins. Et donc là, je voudrais ajouter que les sciences ne sont pas forcément incompatibles avec la religion, c'est bien fini ça, ce qu'il faut c'est bien séparer les domaines philosophiquement, mais par exemple je suis membre de l'AFI, c'est-à-dire l'association interprofessionnelle des écologues, l'association française interprofessionnelle des écologues, et cette association est hébergée à l'Université catholique de Lille, et fait toutes les études de terrain en botanique, en zoologie, par exemple quand on fait une installation industrielle. Aujourd'hui je vais donc vous parler de la liberté religieuse des moins de 18 ans en France. C'est un sujet qui est très peu connu, qui est traité en long et en large dans une excellente thèse d'une personne qui s'appelle Sabrina Médour. La thèse est sortie en 2011, et assez bizarrement, cette thèse est quasiment invisibilisée. J'ai eu énormément de mal à me procurer le format numérique. On ne pouvait pas sortir le format papier. Et quand je l'ai obtenu, c'est bourré de restrictions dedans. Donc je ne sais pas si ça vient de l'auteur lui-même, enfin en général c'est ça, mais c'est quand même bizarre parce que quand on est juriste, normalement on sait que mettre ses travaux visibles, ça va plutôt vous protéger du plagiat que le contraire. Voilà, on dirait pourtant que ça a été fait dans une optique de protection du plagiat. Alors c'est peut-être un manque de connaissances en informatique, mais une chose est sûre, c'est que le sujet semble quand même bien mis de côté, parce que notamment il y a des choses qui vont un petit peu faire du mal au mythe de la laïcité française que le monde entier nous envie, mais que bizarrement quand même seule la Turquie et l'Albanie nous imitent. Donc il y a quelque chose à se poser là-dedans, des questions à se poser sur ce sujet-là. Voilà. Donc la laïcité française, telle qu'elle nous est présentée quand nous sommes scolarisés, c'est quelque chose de magnifique qui permet à tout le monde d'exprimer sa liberté religieuse, d'être bien sûr discret quand on est dans un espace public, et en particulier à l'école, pour garder une certaine neutralité, que les agents publics doivent être neutres, et puis que la religion, finalement, c'est un peu comme votre couleur de cheveux ou d'autres caractéristiques comme ça. L'État ne regarde pas ça, c'est quelque chose de privé, on peut changer de religion, apostasier, etc. Jusque-là, c'est magnifique, et puis on nous fait croire ça à nous élèves quand on est scolarisés. Sauf que déjà, cette liberté ne concerne que les plus de 18 ans, que les majeurs, et avant 1974, que les plus de 21 ans. Et ça peut aller extrêmement loin. Je vais directement entrer par un des plus gros scandales dont personne ne parle. C'est les gens qui étaient envoyés en Algérie à 18 ans, on les trouvait assez grands. Hein. Puis par contre, quand ils mouraient au combat, donc on a le cas d'une jurisprudence en 1961, d'un jeune soldat qui est mort à 20 ans au combat en Algérie, il fallait l'enterrer. Sa mère était orthodoxe, son père catholique. Et donc lui, il avait fait son testament, et il demandait à être enterré en terre pravoslave orthodoxe. Voilà.
Et le tribunal lui a refusé parce que la volonté des mineurs n'a aucune valeur, et donc c'est cimetière catholique du père. Voilà, donc là on a un véritable scandale, ça veut dire que déjà il y a une disjonction de droit. Il y a une disjonction de droit entre la majorité militaire, la majorité pénale d'ailleurs aussi, à l'époque, et puis la majorité civile, le droit de prendre ses décisions, de se marier. Alors, moi j'ai souvent milité pour une pré-majorité, c'est-à-dire qu'une majorité progressive, par exemple, comme en Allemagne, à 14 ans, on acquiert un certain nombre de droits, dont d'ailleurs la liberté religieuse en fait partie, hein, c'est-à-dire qu'on prend ses propres décisions sans ses parents dans ce domaine-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me répond à chaque fois des juristes dogmatiques, hein. On ne peut pas être mineur sur un plan et majeur sur l'autre. Bon, déjà, le mot mineur, c'est un mot affreux qui n'est critiqué nulle part parce qu'il est infériorisant, minorant. Donc ça, c'est que dans des écrits très récents, dont je suis co-auteur d'ailleurs, où ce mot-là est critiqué, ce qui montre bien que c'est un impensé contrairement aux droits des femmes. Hein. C'est ce qu'on appelle la domination adulte. Voilà. Mais donc là, le truc, c'est « Ah non, on peut pas être mineur sur un plan, majeur sur l'autre, ça fait une disjonction de droit. » Mais en fait, ça, c'est comme ça les arrange. Hein. Si vous écoutez des David Lisnard, des Christian Estrosi, il faut mettre la majorité pénale à 16 ans, mais le droit de vote surtout pas, quoi. Voilà. Bon. Et par exemple, ils ne peuvent même pas signer leur propre orientation scolaire eux-mêmes. C'est les parents qui signent à leur place encore en France, quoi. C'est des choses qui sont absolument ahurissantes, qui ne sont même pas critiquées par les syndicats lycéens, qui feraient mieux de faire un peu moins de politique et un peu plus de s'occuper de ces questions-là. Voilà. Alors, donc cette disjonction de droit, on va la retrouver en fait, si on remonte dans le temps, au moment de la laïcité française. 1905. C'est magnifique, donc 1905. Et donc là, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est fait exclusivement pour les adultes et les parents, qui ont donc le droit absolu, en fait, d'inscrire leurs enfants dans une école religieuse ou laïque. La parole de l'enfant ne compte absolument pas. Vous allez me dire, mais oui, mais à cette époque-là, ça comptait pas, c'est normal. Ben non, c'est faux. Si vous allez en Allemagne, avec le miroir de Saxe, eh bien, dès leurs 14 ans, ils pouvaient, à cette époque-là, refuser leur inscription dans une école religieuse qui ne leur convenait pas. Ça pourrait inclure, dans le monde moderne, je le dis parce que c'est pas que les catholiques, hein, ça peut inclure les écoles coraniques qui sont tant critiquées. Donc, comme la laïcité française actuellement est un petit peu remontée contre l'islam, c'est assez curieux que cette solution-là ne soit jamais apparue dans les... Voilà. Simplement qu'ils puissent, de droit, refuser leur inscription. Voilà, ce qui se fait aussi en Angleterre, c'est dès 12 ans, hein. Ce sont des droits qui sont absolus, ce qu'on appelle la majorité religieuse, quoi. Et d'ailleurs, certains juges français ont osé, dès les années 1950, y faire référence dans des jugements à ces droits étrangers, quand il y avait des couples binationaux pour libérer les enfants, quoi. Voilà. Alors, la chose absolument horrible qu'on a, donc, après 1905... c'est que le père de famille a le droit absolu sur les sacrements qui sont donnés à l'enfant. Mais l'enfant, c'est jusqu'à 21 ans. Et donc vous avez des cas de jeunes filles qui ont été voir le curé pour se faire baptiser. Le curé les a baptisées. Il y a eu plainte. Et le curé a été lourdement sanctionné parce qu'il n'a pas eu l'aval du père de famille qui était un athée militant. Voilà. Malgré le fait que la mère le voulait. Je crois qu'il y avait un cas où c'était comme ça, mais d'autres pas, mais peu importe. Elles avaient 20 ans, vous voyez, donc... ah non, mineur, c'est mineur, quoi, voilà, il n'y a pas... Et donc, on a vraiment quelque chose d'extrêmement régressif, et à chaque fois, les procès, qui sont donc dans cette thèse de Sabrina Médour, mettent en scène des athées militants, des laïcs militants, qui donc ne défendent absolument pas la liberté religieuse, là, on le voit bien, c'est plutôt le contraire. C'est la mainmise du pater familias à la mode romaine. Voilà, donc c'est extrêmement régressif. Et oui, on avait eu quelque chose comme ça avec rien que le Code Napoléon, qui était un retour un peu à la loi de l'Empire romain. Il y avait cette force, cette autorité du père de famille sur les enfants. 1804. Absolue, c'est ça. Et c'était resté en partie. Hein. Donc on le voit, il y a eu un retour curieusement à l'Antiquité, à la période de Napoléon. Alors ça date d'avant quand même dans l'histoire. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a eu la redécouverte du droit romain qui commence au XIe siècle. Mais le droit romain, il y a deux choses dedans. Il y a le droit romain très lointain, antique, qui lui n'est pas du tout le même que le droit romain décadent. C'est là que c'est intéressant. Alors le droit romain antique prévoyait une majorité pour les garçons à 14 ans, pour les filles à 12 ans. Voilà. Et dans le droit romain décadent,
celui qui a donc inspiré à partir ce qu'on appelle les compilations d'Ulpien sous Justinien. Donc c'était 25 ans. Donc là c'est vraiment à la fin de l'Empire romain, c'est même l'Empire romain d'Orient. Hein, voilà, c'est l'Empire romain chrétien. Voilà. D'accord. Mais en fait ils avaient repris le droit décadent. Comment on est passé de l'un à l'autre? Ça c'est vraiment intéressant comme phénomène. Donc il y avait beaucoup de ce qu'on appelait des adolescents, des pubères, voilà, entre 14 et 25 ans qui se faisaient rouler dans des contrats. Voilà. Et donc les gens en avaient marre et ils ont voté par plébiscite une loi qui s'appelle la Lex Plaetori. Voilà, ça se faisait à peu près à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, si je me souviens. Cette Lex Plaetori protégeait les 14 à 25 ans des contrats véreux, où ils pouvaient perdre leur fortune, leur legs, etc. Voilà. Donc très bien, on les a protégés. Mais dérive de la loi. Du coup, quand ils avaient besoin de contracter, comme les gens avaient peur de cette loi-là, les gens qui contractaient en face, parce que c'était vraiment une loi qui était infamante pour celui qui abusait, c'était fait d'une bonne intention contre les abus. Et celui qui abusait avait des sanctions très lourdes et c'était infamant. Donc du coup, ils n'osaient plus contracter avec des 14-25 ans. Qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? De venir avec leur père ou un tuteur. Et de fil en aiguille, dans les siècles suivants, ils se sont tous retrouvés avec des tuteurs et des pères. Ils ne pouvaient quasiment plus rien faire du tout. Et du coup, en fait, c'est Marc Aurèle qui a pris acte de tout ça, qui a dit, voilà, on fout la majorité à 25 ans, puis c'est terminé. D'accord. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, chez les martyrs chrétiennes de cette époque-là qui se convertissent, beaucoup de jeunes filles qui ont refusé de suivre la volonté de leur père et qui sont exécutées par leur père. Donc c'est cette dérive-là qui a produit cette chose-là. Tout à fait. Au départ, c'est fait pour protéger, mais dans le cadre de la Rome antique. D'ailleurs, on voit, c'est le glissement d'ailleurs qui se passe toujours quand une loi qui est mal formulée est utilisée par les avocats et donc détournée de son intention. On aboutit même maintenant à ce genre de truc. L'exaltation de la lettre, non pas l'esprit de la loi. Tout à fait. Voilà. Mais alors ensuite, donc ces lois romaines ont été redécouvertes au XVIe siècle. Et donc en France, il y a une date clé, c'est 1579, ce qu'on appelle l'ordonnance de Blois par Henri III. Et donc là, pareil en fait, on avait le droit canon qui avait repris le droit romain antique, 12 et 14 ans. Bon, il y avait d'autres limites un peu plus tard, donc il y avait en fait une pré-majorité de fait dans toute l'Europe. Et en fait, à ce siècle-là, on a passé partout pour imiter les Romains, par singerie complètement stupide, la majorité à 25 ans. Une partie de l'Allemagne a refusé, donc c'est le droit du miroir de Saxe. Une partie, la Gueldre aux Pays-Bas, a refusé ça, et en plus avait fait l'égalité filles-garçons, donc c'était 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons, ils ont mis 13 à tout le monde. Aux Pays-Bas, il y a eu quelques mouvements comme ça. En revanche, toutes les contrées gaéliques, l'Écosse, le Pays de Galles, etc., ont gardé ce système-là. Ils ne sont jamais passés par la majorité à 25 ans. Et je sais qu'en Espagne, il y a eu à cette époque-là, au XVIe siècle, un concile où les pères de famille latins, donc espagnols, ont voulu imposer que pour qu'un mariage puisse être valide chez une fille, uniquement une fille, il fallait l'autorisation du père. Et l'Église a refusé, en disant non, c'est le consentement des époux qui fait le mariage. Ce qui montre qu'il y a une lutte entre le désir qui est présent effectivement dans la chair de l'homme, le mal, si on peut dire, et puis ce que l'esprit pourrait réaliser avec justice, partout. Et c'est valable aussi dans l'Église. Donc continue. Donc quand on regarde effectivement l'histoire de l'Église dans le détail, et pas seulement avec la légende républicaine à laquelle j'ai beaucoup cru moi, à une époque, j'ai même failli devenir franc-maçon, quand on regarde dans le détail, les sous-vêtements de la République sont pas si jolis, et dans l'Église il y a des choses qui sont étonnamment progressives. Voilà. Donc là, j'en étais à cette singerie, remettre la majorité à 25 ans partout. C'est à cette époque-là, en fait, qu'a commencé toutes ces histoires qui sont caricaturées par Molière avec, ça s'appelle, Fourberie de Scapin, etc., l'avare, là, qui garde sa caisse, voilà. Et c'est clair que la Renaissance, curieusement, est pour la femme un recul, pour les jeunes aussi. Alors qu'on pense l'inverse, mais de fait, en réalité, avant la Renaissance, donc Renaissance c'est à peu près 1492, on la cite comme ça qu'elle commence, il se passe un phénomène inverse. Et 19e siècle, donc lui, avec la prise de la franc-maçonnerie après la Révolution française, c'est encore plus fort. C'est absolument étonnant. Ça retourne les choses. Bien sûr. Et on trouve d'ailleurs dans Montesquieu une justification de ça. Donc c'est dans les Lettres persanes. Il y a un passage où il dit très clairement que faut des contre-pouvoirs à tout, sauf un seul, parce que c'est le seul pouvoir dont naturellement on n'abuse pas,
Quand on voit que 8% des enfants sont incestés en France, on se dit qu'il aurait mieux fait de revoir sa copie, Montesquieu. Donc le seul pouvoir dont on n'abuse pas, c'est la puissance paternelle. Donc il ne faut pas lui mettre de limite. Voilà. Oui, c'est tellement faux. Hein. C'est de là que ça vient. Tout à fait faux. La Révolution a repris ça. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, donc on a singé le droit romain, puis après, la Révolution a rabaissé un peu à 21 ans, Napoléon il a repris ça, mais en mettant une minorité absolue où on choisissait même la profession de ses enfants à leur place. Enfin, c'était vraiment un truc où on faisait des enfants pour transmettre son patrimoine et pour se prolonger dedans. Mais il y avait des fois où ça pouvait être bienvenu quand c'était des bons parents. C'est comme l'organisation d'un mariage pour ses enfants, comme faisaient les familles nobles où on choisissait le futur conjoint. On a connu ça chez notre grand-mère. Eh bien, notre arrière-grand-mère a choisi l'homme qui la rendrait heureuse. Elle ne s'est pas trompée. Elle l'a pas choisi parce qu'il avait de l'argent, elle a choisi parce qu'il était délicat. Donc on voit qu'il y avait aussi quelquefois des bonnes choses qui étaient faites dans ces mariages arrangés, mais parfois évidemment, quand l'autorité était absolue, discriminatoire, on arrivait quelquefois à des martyrs. Hein. Je racontais tout à l'heure la vie de Sainte Camille, une petite sainte italienne comme ça, qui a été mariée par un mariage organisé, et de manière lamentable, qui est devenue la patronne des femmes battues, persécutées. Il y a des affaires plus récentes, donc qui datent des années 1970, qui sont aussi absolument scandaleuses. Ce sont des parents dont les jeunes filles de moins de 21 ans, c'était avant 1974, veulent rentrer dans les ordres, au couvent. Voilà. Et ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles les internent d'office en psychiatrie. Hein, donc les parents internent en psychiatrie leurs enfants parce que si elles voulaient rentrer dans les ordres, c'est qu'elle était folle. Donc c'est encore le fait d'athées militants, hein, bien sûr. Hein, voilà, des choses comme ça, quoi. On a toujours eu, quand la jeune fille ou le garçon voulait rentrer en dehors du désir des parents, toujours eu une résistance des parents. Hein. Mais pour qu'il y ait un internement psychiatrique comme ça qui aille jusqu'à là, eh bien, c'est vrai que dans l'Église, même à cette époque-là, il y a eu parfois une certaine influence. C'est-à-dire que l'Église est parmi le monde. Donc on a vu parfois des parents chrétiens agir ainsi aussi. Par exemple, ils ne voulaient pas que leur fille se marie avec telle personne ou que leur fille ou leur garçon rentre dans la vie religieuse. Mais globalement, c'était une chose encore plus courante dans les milieux d'athées militants. Ah, donc en fait, c'est toi qui défends plus les athées que moi, finalement. Oui, voilà. Donc, faut pas croire que ça a disparu complètement. Bon, sur cette affaire religieuse, bien sûr, il s'est passé à 18 ans, cette affaire religieuse, il y a toujours des jugements qui ont été pris, cette fois-ci, contre des témoins de Jéhovah, mais comme on ne veut pas distinguer une dérive sectaire d'une religion, eh ben, le jugement de 1992 sur une jeune fille qui voulait passer témoin de Jéhovah, avec un de ses parents et l'autre parent qui refusait, et on lui a dit, bah, vous attendrez vos 18 ans, voilà quoi. Et ben ça, c'est toujours resté dans la jurisprudence française et c'est contraire à l'article 14 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Quant à la psychiatrie, il ne faut pas croire que c'est fini. Il y a une jurisprudence de 2022, là c'est un truc de fou, de la Cour de cassation. Quand vous êtes interné par vos parents, bah, vous n'avez pas de volonté propre puisque ça ne vaut rien votre volonté. Hein. Avant 18 ans, ça ne vaut rien. Donc c'est considéré comme votre volonté propre, donc vous êtes interné d'office de fait, mais vous êtes traités comme des internés libres, avec les inconvénients des deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir la contention, etc. Et ça, c'est un scandale qui est traité par une juriste qui s'appelle Stéphanie Renard, que je vous invite à trouver, vous trouvez très facilement sur LinkedIn, par exemple. Et voilà, donc régulièrement, la Cour de cassation prend des décisions contraires à la Convention des droits de l'enfant, contraires à l'autonomie des moins de 18 ans, c'est-à-dire qu'on leur refuse une capacité juridique, même partielle, même partagée, alors que dans les autres pays, c'est pas du tout ça. Vous allez au Luxembourg, bon, quand vous entrez au début du collège, l'équivalent du début du collège, bah, d'accord, c'est les parents qui choisissent si vous faites latin. À 14 ans, il faut un accord des parents et de l'élève pour leur choix, et au-delà de 16 ans, c'est l'élève qui décide seul. En France, on peut vous imposer une spécialité au lycée à 17 ans. Et il y a même pire. Si vous rentrez à l'université avant 18 ans, il y a un papier à signer où les parents peuvent refuser l'inscription à l'université. Donc on peut encore vous interdire de faire des études comme on le faisait avant 21 ans. C'est-à-dire que les textes n'ont pas bougé, on a des vieilles croûtes comme ça dans la loi. C'est absolument ahurissant, quoi. Alors, en ce qui concerne la religion, eh bien,
Donc je vous ai dit qu'il y avait les écoles religieuses, donc on ne demande pas l'avis des élèves. Heureusement, souvent les écoles le font. D'ailleurs, c'est même dans les écoles privées. Moi, j'ai été dans une école catholique. Hein. Je ne m'étais pas aperçu de ça parce qu'on nous faisait signer nos demandes d'orientation scolaire. C'était nous, en conjoint avec les parents. Oui, oui. En fait, c'est le public qui est pire que le privé là-dessus. Et quand j'en ai parlé au sein de l'éducation nationale, on a tout fait pour mettre une chape de plomb, ça emmerdait l'inspecteur. Ils ont... Enfin voilà, ils ont étouffé le truc, ça gêne. Donc j'ai saisi le défenseur du droit parce que j'ai quand même des cas d'élèves forcés dans... Voilà, donc là j'ai saisi le défenseur du droit aussi bien au niveau local qu'au niveau national, donc ça prend son temps, mais le problème est soulevé, quoi. Voilà, et c'est bien l'école publique, c'est pas l'école privée. Maintenant, si vous allez en Alsace-Moselle, bah, vous avez de l'instruction religieuse obligatoire. Eh bien, là, c'est les parents qui décident de l'instruction religieuse jusqu'à 18 ans, c'est pas l'élève qui décide. En Allemagne, c'est l'élève qui décide. Au moins à partir de 14 ans, il doit être consulté à partir de 10 ans. Et quasiment, il peut au moins, il a un droit de refus de la contrainte positive à partir de 12 ans de fait. Voilà. Bon, là, j'ai lu ça dans du droit comparé international, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera un peu long. Voilà. Mais en France, non, rien avant 18 ans. Mais il y a aussi les aumôneries des lycées. Donc les aumôneries des lycées privés. Pour vous faire dispenser, c'est pas votre choix à vous, c'est les parents. Alors que dans tous les autres pays, c'est le choix des élèves. Mais il y a aussi, c'est moins connu, les aumôneries des lycées publics. Parce que ça existe, ça peut être fait à la demande des parents. Les élèves, ils comptent pas, leurs paroles comptent pas. Hein. Et là, pour y aller, vous ne pouvez pas y aller de votre propre gré. Il faut l'autorisation des parents. Pareil. Voilà. Il y a vraiment qu'en France qu'on voit ça, cette... voilà, où c'est pas la conscience de l'élève lui-même, c'est imposé par... voilà, donc on est très en retard. Sur l'article 14, on a à peu près, d'après le juriste canadien Dominique Goubeau de l'Université de Laval au Québec, on a à peu près 40 ans de retard. Enfin, il écrivait 40 ans de retard déjà il y a quelques années. Donc moi je dirais qu'on approche de 45 ans, quoi. Voilà. Disons que toute la difficulté, c'est en fait l'âge. Parce que un petit enfant de 5 ans, que ses parents le mettent au catéchisme ou refusent le catéchisme, l'enfant, on comprend, il n'a pas de jugement, hein, il est dans l'obéissance. Mais c'est au moment de l'adolescence, c'est là où véritablement qu'il y a un passage à autre chose, où les parents n'ont plus un rôle d'autorité, mais un rôle de conseil, qui va de plus en plus grand, au point que quand on est jeune adulte, qu'on va choisir son mariage, là les parents ont un devoir de conseil, mais certainement pas un rôle d'autorité pour imposer l'interdiction d'un mariage ou quelque chose comme ça. Donc sans doute c'est encore une fois une question d'âge, hein. Il faut distinguer l'enfant et l'adolescent. Alors, donc nous, à l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, parce que je suis co-auteur, notre position, c'est que les droits, en fait, doivent pas être définis par des limites, mais qu'on les prend quand on se sent capable de le faire. Ah oui, oui. Alors, par exemple, pour le droit de voter, ce serait bien de mettre un examen qu'on puisse passer quand on veut. Et donc, il y en aurait qui l'auraient très tôt, puis d'autres qui, à 50 ans, ne l'auraient toujours pas. Voilà, ce qui voudrait dire qu'il faudrait repasser à l'esprit de la loi. Et malheureusement, la loi, depuis que la lettre passe avant l'esprit, on voit, les textes sont obligés de fixer un âge, comme 12 ans ou 13 ans, ou par exemple, on a bien vu pour la nouvelle loi qui dit que un enfant, une fille de moins de 14 ans, je crois, là, tout le monde ne est peut pas là-dessus, consentir. Oui, mais on est obligé de fixer une règle, alors qu'en réalité, certaines filles, peut-être certaines à 12 ans, seraient libres, et certaines filles à 16 ans ne seraient pas capables de liberté. Donc c'est là où moi je pense qu'effectivement, ce que tu dis, le jugement en fonction de la personne, l'esprit des lois donc, hein, comprendre l'intention de la loi et non pas la lettre. Jésus l'avait dit d'ailleurs, hein, la lettre tue, l'esprit vivifie. Mais voilà. Un bonhomme de 40 ans n'a rien à faire avec une jeune fille de 13 ans, consentement ou pas. Ça, c'est clair. Ça là-dessus d'ailleurs, même l'Observatoire de la violence éducative qui va défendre toute l'autonomie des mineurs sur tous les plans, il n'y a qu'un seul... où là, c'est sur ce plan-là. Voilà, là-dessus, on est extrêmement clair. Voilà. Alors, bon, faut pas croire que ça a disparu. Hein. Donc, il y a un monsieur avec lequel Arnaud a débattu. Bon, je vais pas rentrer dans le détail du débat. Ah oui, qui s'appelle l'irréductible athée, voilà, c'est ça. Ah oui, oui. Donc, moi, j'ai eu affaire à lui avec justement un compte qui défendait ces trucs-là. Donc, quand j'ai parlé de ce sujet-là, il m'a immédiatement insulté. Avec un gros sophisme en plus, en disant de toute façon c'est dans le monde entier comme ça, les jeunes obéissent aux adultes, ils n'ont pas de cerveau,
C'était une bêtise absolument épouvantable. Il défend l'uniforme à l'école, le service militaire. Donc c'est un athée réactionnaire, c'est très intéressant. Et puis il répond, il bloque, ce qui est vraiment complètement crétin, parce qu'avant sur Twitter, vous pouvez pas lire la réponse qu'il fournissait. Donc ça c'est la bêtise de beaucoup de boomers d'ailleurs sur Internet. Ils répondent. Alors maintenant ils ont gardé, on peut les lire les réponses. Ah oui. Mais on laisse quand même l'imbécile avoir le dernier mot en bloquant. Ça je trouve que c'est aberrant. Il faudrait revoir cette politique-là. Donc cet irréductible athée, il dit de toute façon c'est comme ça dans le monde entier et tout. Évidemment j'ai pas pu lui répondre. Ben non, c'est pas comme ça dans le monde entier. J'ai fait des études de comparaison internationale justement. Et il trouvait ça absolument ridicule. Ce qui montre bien que l'adultisme, c'est pas une question de religion. Moi, j'ai longtemps pensé ça. Quand j'étais au lycée, j'étais pourtant au lycée catholique, je ne m'imaginais pas que l'école publique était pire pour le choix de l'orientation scolaire, par exemple. Et oui. Tellement ça me paraissait naturel que je chine. Quand on pense que la majorité à l'époque de Jésus, c'était 12 ans pour les garçons. Absolument. C'est quand même net avec l'histoire de Jésus qui s'en va au temple. C'est parce que voilà, il y a quelque chose, il y a une raison. Bon, et les Anglais ont repris cette limite-là pour la religion. C'était une autre période, effectivement, les enfants travaillaient très tôt, bon d'accord, mais malgré tout, l'esprit des lois, encore une fois. Voilà. Alors donc, ce que je voulais dire sur cet irréductible athée, voilà. Quand j'étais au lycée, donc je m'imaginais ça, et j'étais très très laïque, mais vraiment avec la belle vision qu'on nous écrit dans les écrits de franc-maçon et tout, je voulais devenir franc-maçon. Bon, j'ai un peu déchanté, c'est-à-dire j'ai écrit ma lettre à 17 ans, déjà ils m'ont fait suer avec le truc de mineur, donc ça m'a pas plu. Et en fait, ils m'ont fait poireauter pendant à peu près 8 ans, 9 ans. Puis un jour, j'ai eu l'agrégation. Et là, quelques jours après, il y a un type qui est venu en disant c'est bon, maintenant vous avez assez attendu, vous pouvez devenir franc-maçon. Donc là, je lui ai dit, va te faire foutre, quoi, c'est pas possible. C'est vraiment un truc de notable, quoi. Et de toute façon, ces gens-là ont refusé les femmes pendant longtemps. Et donc ils refusent, effectivement, il y a un fort préjugé contre les jeunes, ça j'ai pu le repérer chez beaucoup de ces gens-là. Et en fait, ils ne font les véritables avancées de société, je suis pas sûr qu'ils soient toujours dedans. C'est même plutôt une forme de, justement, cette espèce de conservatisme avec la référence à la Rome, mais la Rome décadente. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment avec le fameux Musk qui est chargé de réformer l'État trop lourd américain avec des jeunes de 21-22 ans. Et on voit que toute une série d'adultes incroyablement libertaires en apparence, en gros, c'est des jeunes cons, quoi. C'est pas possible. Et Musk est fou, puisqu'ils n'ont aucune expérience, donc c'est pas possible. Alors qu'en réalité, ce sont des jeunes, quelquefois, qui sont extrêmement performants en informatique, et puis ils peuvent, comme disait quelqu'un, je ne sais plus quel philosophe, jeune con égale vieux con, quelquefois. Je veux dire, là, je n'y change rien. Enfin, bon, maintenant, Elon Musk, c'est un ingénieur logiciel, mais je vais pas aller sur le plan politique. Mais détruire comme ça des pans entiers de services publics sans d'abord supprimer les règlements, qu'est-ce que ça va faire? Des gens qui vont être bloqués par des règlements, qui n'auront pas d'interlocuteur. C'est à peu près ce qu'on voit en France avec la Macronie d'ailleurs. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse, c'est pas le sujet. Encore que, parce que si on changeait le statut de mineur en France, on allégerait énormément la bureaucratie. Par exemple, pour aller faire une carte d'identité à un enfant ou un passeport, au Canada, vous le faites tout seul à 16 ans, quoi. Voilà. Il faut venir une fois avec les parents, évidemment, sur les heures où on travaille. Puis il faut venir leur chercher une deuxième fois, ils reprennent 2 fois les empreintes. Enfin, c'est complètement paranoïaque comme système. Alors que si l'enfant le faisait tout seul, comme on voit dans d'autres pays, au moins à partir de 13 ans, par exemple, voilà, ça allégerait énormément les procédures. Voilà. Et pareil pour tout un tas de choses, tout un tas de décisions scolaires, voilà. Donc la bureaucratie fait ça. Alors là, je reviens sur l'histoire de l'irréductible athée. Ah oui. Donc en fait, moi je crois que ce courant d'athées réactionnaires, on en voit énormément sur les réseaux sociaux, qui en fait sont des anciens gauchistes qui ont très mal vieilli et qui sont devenus extrêmement bêtes, extrêmement conservateurs. Et quand on a des véritables propositions comme ça, nouvelles contre l'adultisme, ils se foutent de vous. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, pour moi, je pense que ce sera un sujet aussi important que le féminisme au XXIe siècle. Donc je garde précieusement tout ce qu'ils ont raconté, parce que je pense que dans 20 ans, on se moquera d'eux, et ils se prennent pour des grands progressistes. Mais c'est étonnant, parce que c'était souvent des jeunes qui, dans les années, il y a 50 ans, dans les années 68, auraient manifesté pour une cause et qui maintenant, devenus ayant approché, dépassé 70 ans, deviennent complètement opposés à ce qu'ils pensaient étant jeunes.
Très étonnant. Ah, mais ça se passe comme sur un ruban de Möbius. Ça veut dire qu'ils restent sur la même face, mais ils sont de l'autre côté, ils s'en sont pas rendus compte. Donc ils ont l'impression de rester progressistes. Et en fait, non, ils sont, voilà, ils sont absolument horribles. Ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. Et donc ça, je fais des captures d'écran qui sont absolument... Enfin, c'est hilarant, quoi. Souvent, c'est parce que la jeunesse, parfois, la jeunesse est en réaction avec leurs idées de leur propre jeunesse. Et donc, ils estiment que il faut faire la guerre à ceux qui sont ennemis de leur liberté à eux. Leur liberté étant la seule qui... En même temps, ça fait 5000 ans, hein, on trouve toutes les citations, que la génération d'après est pourrie et qu'eux sont bien. Voilà, tout à fait. Donc là, en fait, on retrouve ça, on retrouve sur des tablettes mycéniennes. Et c'est sans doute une réaction naturelle quand une génération se prend pour le centre du monde. Et du coup, la génération suivante... si je deviens comme ça, vous avez le droit de m'euthanasier. Voilà. C'est pas bien, c'est pas catholique, mais tant pis. Voilà. Oh, je crois. Voilà, alors pour conclure, on va peut-être reprendre un peu tout ce qui a été dit avant. C'est souvent le civil et les institutions du côté laïque qui ont refusé des libertés aux moins de 18 ans, et souvent plutôt la religion qui l'aurait défendue. Évidemment, dans le détail, ce ne sera pas toujours ça. Pas toujours, puisque la religion étant tirée des hommes, elle suit en général les générations. Tu ne devais pas dire aussi, tu devais pas dire qu'il y a eu une dérive comme ça dans l'Église catholique du 19e. Oui, justement. L'Église étant tirée des hommes, on voit bien qu'au 19e siècle, au moment où la liberté de la jeunesse et puis une espèce de mise en minorité des femmes est imposée par la société civile, donc par le droit. Les femmes n'ont plus à ce moment-là de possibilité d'hériter, plus de carte d'identité, il faut la signature du mari. L'Église a tendance à suivre, mais elle suit en reculant. Ça veut dire qu'on voit des religieuses dont j'ai fait la vie de cette époque-là, des religieuses éducatrices qui sont des extraordinaires libératrices des femmes, c'est incroyable. Je pense à une religieuse espagnole, l'Espagne qui est pourtant un pays assez traditionnel au 19e siècle, qui va carrément quitter son couvent de dominicaine enseignante parce que elle sait que les femmes, donc ça se passe vers 1880 ce que je raconte, les femmes doivent accéder à l'université. Les femmes qu'elle a éduquées toute sa jeunesse doivent avoir une éducation équivalente à celle des garçons, ça veut dire pas seulement apprendre à coudre, etc., comme le faisait sa congrégation, ce qui montre que la congrégation s'était fait prendre par le climat, mais qu'elle dit non, elles doivent apprendre aussi les maths, elles doivent aussi accéder aux études de médecine. Cette femme-là est canonisée par le pape Jean-Paul II. Il l'a canonisée, elle s'appelle Sainte Anne-Marie Calès. Calès, pour trouver son nom. Elle n'est pas seulement béatifiée, elle est canonisée. Ce qui prouve qu'il y a bien, dans la masse des catholiques, l'idée du temps, de même qu'actuellement en Occident, par exemple, la masse des prêtres de la génération des 68 est plutôt libertaire. Et à l'époque, donc, la masse était plutôt assez autoritaire, mais l'Église ne suivait pas. L'Église canonisait des gens qui, eux, avaient cette dimension de liberté de l'être humain. Et puis il y avait aussi des gens, je pense à Lamennais, la Tour du Pin, qui était quand même pas du tout dans cette vision-là, qui se moquaient des bourgeois conservateurs. Et eux, ils faisaient référence à la splendeur des cathédrales médiévales en disant que c'était lumineux, alors que maintenant ces gens-là sont complètement desséchés, quoi. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a donc une mythologie, il faut faire attention, une mythologie et une présentation des choses qui date en fait finalement de l'anticatholicisme de la Révolution française et qui consiste à noircir. On montre, c'est un focus, on montre les choses réelles qui ont eu lieu, qui étaient sectaires dans l'Église, et on passe outre toute la libération qu'il y a dans l'Église. On peut le situer aussi, on peut voir le même phénomène avec les protestants anglais. Les protestants anglais qui accusent l'Inquisition espagnole d'être la plus horrible du monde, à une époque où Henri VIII fait exécuter 3 ou 4 de ses épouses. Voilà. Alors, les protestants néerlandais n'étaient pas forcément sympas non plus. Non, tout à fait, tout à fait. Pourtant, j'adore les néerlandais. C'est ce que disait Voltaire. Voilà. Il disait, dans les échelles de sectarisme, il mettait en premier lieu l'islam. À cette époque, il a écrit un livre anti-musulman très féroce. Deuxièmement, le calvinisme, c'est-à-dire un protestantisme de Genève. Et troisièmement, le catholicisme. Donc, était moins sectaire, lui paraissait-il. J'ai oublié de dire un truc justement sur le catholicisme en France face aux protestants. Donc, il n'y avait aucun droit de changer de religion en France, sauf que Louis XIV en a mis un à 14 ans en reprenant ce qui se faisait justement un peu en Allemagne et tout ça, mais uniquement dans un sens, quand on est enfant de protestant pour devenir catholique. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Donc ça, c'est un effet des guerres de religion, de même que en Allemagne, dans l'Empire romain germanique, qui était divisé en
en pays, c'est un empire, hein, protestant et pays catholique, on disait uius regio, cuius religio, ça veut dire telle région, telle religion. Et donc les catholiques étaient chassés de certains États protestants et les protestants étaient chassés de certains États catholiques. C'était une façon de sortir de la guerre. Le traité de Westphalie qui a fait ça. Tout à fait. Voilà. Alors peut-être conclure justement. Voilà. Alors pour conclure, donc on va reprendre un petit peu tout ce qui a été dit là. C'est un petit peu en fait comme dans l'affaire du Chevalier de la Barre, où on accuse l'Église, mais quand on regarde l'histoire de plus près, c'est à chaque fois les tribunaux civils qui ont fait les trucs les plus horribles, qui l'ont condamné. Alors que l'Église a tendance à le condamner à un chapelet, je crois. Donc je rappelle que le Chevalier de la Barre avait été accusé d'avoir blasphémé le Saint-Sacrement en n'enlevant pas son chapeau devant un défilé. Et donc l'évêque voulait sa libération. Il disait mais c'est ridicule, on va le condamner à un chapelet. Voilà, il va dire son chapelet. Et le Parlement, jusqu'au bout, l'a mené à la mort. Hein, jusqu'au bout, avec le Parlement civil, voilà. Tout à fait. Pas religieux. Voilà. Donc là, c'est un peu pareil en fait. On constate que les lois les plus rétrogrades concernant les femmes et donc les jeunes, parce que le sujet est beaucoup moins traité, c'est souvent beaucoup plus, ça vient souvent beaucoup plus des lois civiles et des lois laïques, de la laïcité à la française, qui en fait a été faite exclusivement pour les adultes, avec le jeudi pour que les parents décident ou non d'aller faire de l'instruction religieuse, où la parole de l'enfant ne comptait absolument pas. Tu vas où on te dit, puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc, moi je parle de laïcité adultiste, telle qu'elle est actuellement en France. Donc là, je reprends un peu la terminologie d'Yves Bonardel, hein, qui est un auteur très récent sur ces questions-là, qui est vraiment passionnant. Voilà. Et cette critique, il y a ceux qui se rendent compte qu'il y a un problème, donc dans les laïcs. Donc moi, je défends quand même la laïcité, j'enseigne dans le public, hein, mais la laïcité, donc c'est vraiment ce qui permet à chacun d'exprimer sa liberté de conscience et de pouvoir la réaliser. Alors justement l'exprimer non, parce qu'il y a une phase silencieuse, mais bon, en fait, si on permettait aux mineurs, avec une prémajorité religieuse, comme ça existe en Allemagne, en Angleterre et ailleurs, en Suisse aussi d'ailleurs, j'en ai pas parlé, au Portugal, voilà, en Norvège c'est 15 ans, etc. J'en ai oublié, il y aurait tellement de choses à dire, hein, voilà. Et ben en fait... Et puis par exemple dans les jugements de divorce, en prenant en compte la vie de l'enfant, ou carrément avec la prémajorité religieuse, c'est lui qui décide, puis avant la prémajorité religieuse, au moins il est consulté, comme ce qui se fait dans tous les autres pays, et ben on compléterait la laïcité. Ça c'est ce que pensent certains laïcs avec qui j'ai discuté. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus bornés, dont des gens autour du fameux athée, là, qui est très très bête, hein, pour qui en fait je ne défends pas la laïcité mais une conception étrangère de la perfide Albion, hein, voilà, j'ai eu ça. Et donc il y a des profs dans l'éducation nationale qui m'ont bloqué, hein, c'est ce qui est déjà la signature des imbéciles quand même sur les réseaux sociaux, en me disant qu'il fallait que je me rééduque à la journée laïcité 1. Bon voilà, on sait que dans l'éducation nationale il n'y a pas que des lumières, on recrute de plus en plus bas. Là, je crois que c'est quand même assez caractéristique, hein, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la moindre critique de ce qu'on leur a inculqué, ils répètent des trucs, quoi. Alors qu'en réalité, notre position, je considère qu'elle complète la laïcité, en touchant un angle mort dont personne n'a encore parlé. C'est-à-dire que ce que je dis là, c'est écrit dans mes écrits, mais c'est écrit nulle part ailleurs. C'est un inédit, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour compléter cette laïcité ? Déjà, reconnaître immédiatement l'article 14 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est censé ratifié par la France quand même depuis 35 ans, mais sur lesquels la Cour de cassation traîne les pieds. Donc à un moment, il faudrait peut-être, au lieu de voter des lois sur des radars ou des trucs pour nous compliquer la vie, là, qui font tous les jours, des CERFA, qui ratifient l'article 14 et qui claquent les jurisprudences par une loi, qui annulent toutes ces jurisprudences de la Cour de cassation, qui est extrêmement réactionnaire. Hein. Voilà. Et puis aussi, il y a un autre problème, c'est qu'on a pris des jugements comme ça dans beaucoup de cas de témoins de Jéhovah. Sabrina Médour en parle beaucoup. Tout simplement parce qu'on ne veut pas distinguer religion et secte. Donc on va protéger les enfants des sectes en disant c'est les parents qui décident de la religion, comme ça tu vas pas dans la secte. Alors qu'on pourrait tout à fait distinguer, il y a quand même des rapports parlementaires, il y a des sources, les dérives sectaires sont des choses qui sont qualifiables, hein, qu'on peut peut-être affiner la définition, mais qui existent, et donc qu'ils arrêtent avec leur histoire, la laïcité ne reconnaît aucune religion. Ben non, il y a des vraies religions, puis il y a des sectes qui sont dangereuses, qui manipulent les gens, c'est simple pourtant, hein. Couper les gens de leur famille, leur pomper du pognon... comment leur interdire de fréquenter, voilà, les abus sexuels, bien sûr, ça va ensemble, c'est dégueulasse, hein, voilà, tout ça.
Et donc, qui peut exister, ce qu'on appelle une dérive sectaire peut exister dans une religion, mais les religions ont des autorités qui les interdisent. Et les sectes, elles, s'organisent autour de ça. C'est ça. D'une manipulation, oui, tout à fait. Oui. Il y avait Georges Roux, là. Ah oui. Il disait « Je suis le Christ ». Cosmoplanétaire. Et donc, il a dit « Je vais bien trouver 3-4 000 idiots qui vont me donner 10% de leur salaire, je vais être immensément riche ». Il a trouvé 3-4 000 idiots. Voilà. Alors moi, je sais pas, j'ai pas le sens de la publicité comme ça. Moi, mes vidéos, elles font 20 vues. Mais si j'avais le sens de la publicité, j'aurais fait ça, je serais immensément riche. Et, voilà, avec une toge, puis à faire le Christ cosmoplanétaire. Ah oui, oui. Bon. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, très bien, très bien. Merci Rodolphe pour cet exposé. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre les références qui seront mises au cours de la vidéo. Les références, parce que tout est sourcé, évidemment, c'est un travail universitaire. Voilà, à bientôt.